Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, une expédition meurtrière. Pour ce podcast inédit, je vous emmène aux États-Unis, non loin de la ville d'Atlanta. C'est là qu'en juillet 2006, le corps mutilé d'un étudiant est retrouvé en état de décomposition dans le coffre de sa voiture. Que s'est-il passé et qui pouvait lui en vouloir au point de le torturer à mort? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence à Riverdale, en Géorgie, une ville de banlieue prospère. Un endroit très prisé des jeunes fréquentant les universités d'Atlanta. De nombreux étudiants vivent dans le comté de Clayton, particulièrement à Riverdale. Beaucoup d'appartements à bas prix sont disponibles à la location. Toute la ville les accueille à bras ouverts lors de l'importante transition entre le lycée et l'université. Une ville plutôt calme, jusqu'à ce 8 juillet 2006. Ce jour-là, une mère de famille appelle la police de Clayton. Elle s'inquiète pour son fils, un étudiant installé à Riverdale. Peggy Walker, la mère de Carnell Walker, a contacté les urgences pour leur demander d'aller voir son fils. C'est une pratique courante qui consiste à appeler la police pour qu'elle vérifie la bonne santé d'un proche dont on n'a pas de nouvelles. C'était l'anniversaire de sa mère et ils étaient très proches. Carnell lui avait promis de lui rendre visite ou au moins de lui passer un coup de fil. Mais il n'avait pas donné de nouvelles et elle commençait à s'inquiéter. Tout de suite, les policiers prennent au sérieux l'appel de cette mère de famille et se rendent immédiatement sur place. Je me suis rendue sur les lieux et j'ai constaté que la porte d'entrée de la maison était fermée, ainsi que celle du garage. J'ai donc fait le tour et vu que la porte de derrière était ouverte. Quand nous sommes entrés dans le garage, une odeur insoutenable nous a pris au nez. J'ai regardé dans le coffre du véhicule et j'ai constaté la présence d'un humain en sous-vêtements. Il apparaissait clairement que l'individu était resté dans ce coffre un bon moment. Le corps présentait déjà des signes de gonflement, ce qui indiquait qu'il était là depuis au moins quelques jours. D'après les premières observations, le corps de Carnell était peut-être dans ce coffre depuis près de 3 semaines. Les experts légistes sont dépêchés sur place. Ils procèdent aux premières constatations et confirment qu'il s'agit bien du corps du jeune étudiant Carnell Walker. Ils estiment la date du décès aux alentours du 19 juin. Pour Peggy, sa mère, le choc a été terrible. Carnell Walker était un jeune homme plein de vie, charismatique et sociable. Il était très aimé. C'était un excellent joueur de tennis qui travaillait en parallèle de ses études et tentait de lancer un label musical. Le genre de personne dont la bonne humeur est communicative. Alors, qui aurait pu en vouloir à cet étudiant sans histoire? Les enquêteurs cherchent des réponses en examinant le corps de la victime. Nous avons constaté que ses mains étaient attachées avec des câbles USB et du scotch d'électricien. Sur certaines parties de son crâne, on a vu que les cheveux avaient été coupés. Il portait des dreadlocks. Certains membres avaient été perforés, notamment au niveau des cuisses et des mains. La cause violente de la mort était indéniable. D'après nos observations, l'individu avait été sujet à une longue période de torture. Les enquêteurs transfèrent le corps à la morgue, espérant que l'examen post-mortem, effectué par le légiste, leur livrera précisément les causes du décès. Puis ils continuent de fouiller le domicile de la victime,
et font une découverte qui pourrait bien faire avancer l'enquête. La première chose que j'ai remarquée, c'était les dreadlocks. Il y avait une véritable pile de cheveux au sol. Quelqu'un avait coupé la majorité des dreadlocks de la victime. Il y avait également des cartes de crédit sur la table de la cuisine. C'est à peu près tout. Les meubles du salon avaient été saccagés. Dans la salle de bain, nous avons trouvé une empreinte de pas sanglante sur la cuvette des toilettes. D'après cette empreinte de pas, quelqu'un ayant marché dans une flaque de sang était monté sur la cuvette des toilettes. Mais pourquoi? C'est dans la chambre que nous avons observé le plus de traces de lutte. Les tiroirs des commodes étaient arrachés, le matelas était sans dessus-dessous, et les affaires étaient éparpillées un peu partout sur le sol. Vu les dégâts observés dans la chambre et les sévices subis par la victime, il était clair que quelqu'un était venu chercher quelque chose. J'ai tout de suite eu l'impression que nous n'étions pas face au travail d'un seul agresseur. J'ai notamment remarqué un pantalon en jean maculé de sang, ainsi qu'un marteau arrache-clous, également couvert de sang de la tête à la griffe. Généralement, on ne cherche pas à tuer quelqu'un avec un marteau. En continuant d'examiner les différentes pièces, les policiers font une nouvelle découverte. En fouillant la maison, j'ai trouvé une lettre d'une compagnie d'assurance indiquant que Carlnell Walker avait été impliqué dans un accident. La procédure était en cours, mais il était impossible de savoir de quel type d'accident il s'agissait. Nous avons également trouvé 2 autres lettres. La première était menaçante. Elle intimait à M. Walker l'ordre de régler son loyer et de fermer à clé la maison. L'autre lettre n'avait pas été touchée. Elle était posée là, sur le canapé. J'ai trouvé étrange que dans une maison, sans dessus-dessous, personne n'ait touché à cette lettre. Les enquêteurs se penchent alors sur cette lettre et découvrent qu'il s'agit d'un avis d'expulsion. Très vite, ils s'aperçoivent que les 2 courriers sont signés d'une seule et même personne, Terry Alexander. Nous avons eu la confirmation que le propriétaire de l'appartement loué par Carlnell Walker était bien M. Terry Alexander. Il semblait que la relation avec son locataire se détériorait et qu'il avait décidé de mettre un terme à son bail. Dans l'esprit des enquêteurs, une idée commence à germer. Et si Terry Alexander, le propriétaire de la maison de la victime, était lié à ce meurtre? Ils décident de le convoquer pour l'interroger. Arrivé au poste, l'homme leur confirme que ses relations avec Carlnell étaient très tendues. Carlnell Walker louait cette maison à Terry Alexander. Ce dernier avait les clés du domicile. Le propriétaire et le jeune homme de 23 ans étaient en conflit sur fond de loyer impayé et d'entretien ménager. Quand Carlnell a arrêté de payer le loyer et les factures d'électricité, les choses ont empiré, jusqu'à ce que, comme nous l'a confirmé Terry Alexander, l'expulsion soit prononcée. Pourtant, Terry Alexander, le propriétaire, l'affirme, il n'a rien à voir avec le meurtre de son locataire. Les policiers lui demandent s'il s'est rendu au domicile de l'étudiant après le 19 juin, date estimée du décès. Et sa réponse va se révéler troublante. Monsieur Alexander nous a confirmé qu'il était effectivement entré dans la maison après le 19 juin 2006. Il avait laissé la décision d'expulsion exactement où nous l'avions trouvée, sur le canapé. Il a déclaré être simplement sorti ensuite. J'ai trouvé assez étonnant qu'il n'ait pas remarqué les dégâts et surtout les taches de sang sur les murs. Comment a-t-il pu ne pas les voir? Comment peut-on rentrer, laisser une lettre et ne pas essayer de comprendre ce qui a pu se passer? A fortiori, quand il s'agit de sa propre maison. Tout le monde aurait voulu savoir. Pourquoi elle était dans cet état? Tout cela m'a semblé bien étrange. J'ai tout de suite pensé qu'il nous cachait quelque chose. Aux yeux des policiers,
Les déclarations du propriétaire ne sont pas convaincantes. Ils décident alors de le confronter aux preuves matérielles retrouvées sur la scène de crime. Ils demandent au propriétaire de leur laisser ses chaussures. Des chaussures qui seront dans la foulée analysées par la police scientifique. Le sang avait laissé des empreintes de pas dans toute la maison. Il a donc dû remettre ses chaussures pour les comparer aux traces retrouvées sur les lieux du crime. Était-il effectivement innocent ou cachait-il quelque chose de plus grave? Finalement, sans correspondance convaincante, il a plus ou moins perdu son statut de suspect dans cette affaire. À ce stade de l'enquête, j'avais du mal à lui imaginer un motif. Certes, il voulait que Carnell parte de chez lui, mais pourquoi saccager au passage sa propre maison? Personne ne mettrait à sac sa propriété avant d'y laisser un cadavre pendant des semaines. Ça n'a aucune logique. Nous l'avons donc écarté de la liste des suspects. Hélas, après avoir innocenté M. Alexander, l'enquête s'est très vite essoufflée. Quelques jours seulement après la découverte du corps, les investigations tournent en rond et l'enquête est au point mort. Les policiers ont alors l'idée de faire appel à la presse afin de médiatiser l'affaire. Peut-être qu'une personne pourra leur fournir des informations sur ce qu'il s'est passé. Et cette stratégie va s'avérer payante. Une jeune femme nous a appelés. Elle semblait bouleversée. Elle a déclaré immédiatement qu'elle savait qui avait tué Carnell Walker et pourquoi. Pour la première fois depuis la macabre découverte, la police semble tenir une piste sérieuse. Mais la jeune femme, affirmant connaître le coupable, a peur de parler. Et surtout, peur de connaître le même sort que la victime. Cette informatrice voulait que nous la protégions. Elle était terrifiée. Elle refusait même de signer une trace écrite de sa déposition. Nous sommes finalement parvenus à la convaincre de venir nous voir. Elle semblait morte de peur, car elle était absolument certaine de connaître l'identité du meurtrier de Carnell Walker. Elle travaillait avec la victime pour une entreprise de nettoyage. Il faisait le ménage chez des particuliers dans les environs d'Atlanta. À l'issue d'un contrat, Carnell avait été accusé d'un vol de bijoux. La personne dont les bijoux avaient disparu était de la même famille que le responsable de l'entreprise de nettoyage. Et toujours d'après cette informatrice, le patron avait affirmé qu'il allait tuer Carnell Walker et qu'on retrouverait son cadavre dans un coffre de voiture. Une incroyable coïncidence, puisque le corps de Carnell a justement été retrouvé dans un coffre. Les enquêteurs doivent donc absolument interroger cet individu. Elle nous a donné un nom, celui d'un certain Harry Baum. D'après elle, il était originaire de New York et travaillait pour la mafia. Elle avait très peur que Baum la tue à son tour ou qu'il envoie un tueur de la pègre à ses trousses. Vu le profil du suspect, les policiers se demandent si lui ou ses hommes de main n'auraient pas mis à exécution leurs menaces. J'ai bien sûr tout de suite voulu parler à ce monsieur Baum. La police le convoque pour lui poser quelques questions. Mais alors que le suspect attend les enquêteurs, seul dans la salle d'interrogatoire, il a un comportement singulier. Nous avons remarqué qu'il chantonnait un rap, une chanson qui parlait d'avoir la police aux trousses. Quand nous sommes entrés, il a instantanément demandé à parler à son avocat. Et dans ce cas, on ne peut plus interroger le suspect. Harry Baum se mure dans le silence. Les enquêteurs doivent donc trouver des éléments plus tangibles pour corroborer le témoignage de leur informatrice. Je savais que pour avancer, il me fallait des indices concrets. Le point de départ, c'était cette empreinte de pas, pleine de sang,
sur la cuvette des toilettes. Si je parvenais à prouver qu'Harry Baum avait porté ces chaussures, je pouvais peut-être le coincer. Nous avons fouillé son domicile et embarqué toutes les chaussures de sport, qu'on a ensuite envoyées au labo pour une analyse ADN. Nous espérions retrouver sur une semelle des traces du sang trouvé chez Carlnell Walker sur la cuvette des toilettes. En attendant les résultats du laboratoire scientifique, les policiers épluchent les relevés téléphoniques du suspect. But de l'opération, savoir si son portable abordait près du domicile de l'étudiant le jour du meurtre. Les relevés téléphoniques ne le localisaient jamais dans les environs du domicile de la victime. Et je n'ai pas pu établir de lien concret entre M. Baum et la mafia. S'il se donnait des airs de gros dur, ce n'était en réalité qu'une façade, car rien ne le rattachait au crime organisé. De plus, les analyses scientifiques des chaussures disculpent le suspect. Aucun indice concret n'est sorti de l'analyse. Rien ne liait Harry Baum au meurtre. Pour la police, c'est encore un échec. Ils recentrent donc leur enquête sur la personnalité de la victime. Carlnell était un jeune homme de son temps, très actif sur Internet. Ils décident d'éplucher ses réseaux sociaux dans l'espoir qu'un détail qui leur avait échappé leur offre une piste. À l'époque, la plateforme star des jeunes, c'était MySpace.com. Carlnell Walker étant dans le milieu du hip-hop, il était bien sûr présent sur le réseau. Il produisait de la musique et enregistrait les morceaux de ses amis rappeurs sur son ordinateur personnel. Puis il mettait le tout en ligne sous le pseudonyme de Simony. Son avatar dans le rap était en adéquation avec les grands stéréotypes de l'époque. Impétueux, vantard, obsédé par l'argent. Malgré son statut d'étudiant fauché, il se voulait tape à l'œil sur MySpace. Sur ce site, on pouvait indiquer ses revenus. Et Carlnell affirmait publiquement qu'il gagnait entre 75 000 et 100 000 $ par an. Dans la tête des enquêteurs, se dessine alors un nouveau scénario. Et si l'étudiant qui jouait au rappeur célèbre et richissime avait fait des envieux? Et si ces tueurs étaient en réalité des individus qui voulaient lui dérober son argent? Pour nous, c'était un motif convaincant. Il postait des photos de lui avec de grosses sommes d'argent liquide. Il affirmait publiquement avoir des revenus très confortables. Suffisant en tout cas pour donner envie à certains individus mal intentionnés de venir le voler. Sur Internet, Carlnell se présente comme un producteur qui roule sur l'or, gagnant jusqu'à 100 000 $ par an. Nous avons déterminé que c'était loin d'être le cas. D'après sa banque, Carlnell Walker n'avait que 20 $ sur son compte. L'étudiant sans le sou n'était en aucun cas un producteur fortuné de l'industrie musicale. Alors que les policiers tentent d'en découvrir davantage sur le jeune homme, ils reçoivent l'appel d'un avocat spécialisé en assurance. J'ai reçu le coup de fil d'un avocat. Cet avocat m'a expliqué qu'il avait entendu parler de l'affaire à la télé et qu'il me contactait car il avait travaillé sur le dossier de l'accident de Carlnell Walker. En mars, la même année, Carlnell Walker avait été impliqué dans un accident de la route. D'après nos informations, il n'avait été que légèrement blessé, mais c'était suffisant pour porter plainte. Effectivement, un courrier d'assurance avait été retrouvé par la police au domicile de la victime. Et précision importante, l'indemnisation aurait pu atteindre 50 000 $. Une somme parfaitement en adéquation avec le personnage de Simony. Carlnell a commencé à raconter autour de lui qu'il avait 50 000 $. Mais sur les réseaux sociaux, Carlnell oublie de mentionner un détail crucial. Cet argent n'était toujours pas sur son compte. Et pire, en réalité, il n'était même pas sûr de toucher cette somme. La triste réalité, c'est qu'il n'avait encore rien touché et que la procédure judiciaire était loin d'être terminée. Toute cette esbrouffe était bien mal placée. C'était du bidon. En revanche, il est possible que ces assassins aient cru qu'ils avaient déniché la poule aux œufs d'or. Et pour avoir leur part du supposé butin, ils n'auraient pas hésité à aller chez l'étudiant et le torturer. Carlnell Walker a subi de nombreux actes de barbarie cette nuit-là, et peut-être même le lendemain.
Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Le légiste a déterminé que le décès avait été causé par une hyperthermie. Enfermé dans le coffre d'une voiture en plein été, à Atlanta, il ne pouvait pas tenir longtemps. Là où les personnes qui lui avaient fait subir ces actes barbares étaient forcément des individus très violents. Pour les enquêteurs, il existe un moyen de retrouver la trace de ces meurtriers. S'ils imaginaient que la victime avait autant d'argent, c'est qu'ils étaient forcément abonnés à la page MySpace de Carnell. La clé de l'énigme se trouve donc sûrement sur les réseaux sociaux. Nous avons partagé sur la page MySpace de Carnell un message pour tenter d'obtenir des informations pouvant mener sur la piste de ces assassins. Et le plan de la police va fonctionner. Le 19 juillet, les enquêteurs reçoivent un appel de la police de l'université Morehouse. Une employée de l'université nous a mis sur la piste d'un jeune homme qui aurait visiblement participé au meurtre de Carnell Walker. Ce jeune homme, c'est Braylon Garland. Cette dame travaillait à la cafétéria. Un soir, elle a reçu un coup de fil de Braylon Garland, avec lequel elle était amie. Ce dernier voulait lui parler. Ils étaient alors partis tous deux faire un tour en voiture dans la banlieue sud d'Atlanta. Et il lui avait expliqué qu'il était présent lorsque Carnell Walker avait été tué. Au passage, il avait également nommé d'autres étudiants ayant supposément participé au meurtre. Braylon Garland était également étudiant à Morehouse. D'après nos informations, il était plutôt bon élève. Il était en dernière année de psychologie et faisait 3 petits boulots à côté, dont un sur le campus. C'est via ce petit boulot qu'il avait rencontré cette dame. Ses parents étaient des gens très respectables. Et il paraissait presque farfelu de le voir associé à un crime aussi barbare que celui de Carnell. Pourtant, la police ne va pas tarder à découvrir la face cachée du suspect. Derrière ses airs d'étudiant rangé, se cacherait une toute autre personnalité. Pour tous ses amis d'Atlanta, Braylon Garland était un vrai dur, car il venait de Californie. Il tenait à sa réputation de membre de gang. Je ne m'explique pas pourquoi, mais beaucoup de ces jeunes hommes s'inventent une vie, car ils sont attirés par l'image et le style du gangster. Et ils réalisent souvent trop tard que ce style de vie mène à l'impasse. Nous avons immédiatement commencé à surveiller Braylon Garland. Une nuit, alors que nous étions stationnés près de son domicile, je l'ai vu passer à pied devant nous. Je lui ai dit qui j'étais et je lui ai demandé de venir me parler de la mort de Carnell Walker. Il m'a immédiatement dit qu'il craignait pour sa sécurité. Si les autres apprenaient qu'il avait parlé, il le tuerait à son tour. Mais qui sont donc ces individus qui terrorisent les témoins du drame? Pour tenter d'en apprendre plus, Braylon Garland est conduit au poste pour être interrogé. Lors de son interrogatoire, Braylon Garland commence par raconter une histoire somme toute assez banale. Son ami et camarade Miles Allen lui passe un coup de fil et lui propose d'aller faire un tour. Braylon a une voiture, il passe donc chercher Miles. Leur projet, c'est d'acheter un peu d'herbe, puis d'aller la fumer chez Carnell Walker. En chemin, il passe prendre 2 autres copains. Le premier s'appelle Keith Roberts, également étudiant à l'université Morehouse, et on ne connaît le second que sous son prénom, Raïm. En arrivant chez Carnell Walker, Braylon est surpris de voir Miles Allen faire sauter le verrou pour entrer dans la maison. C'est à ce moment qu'il comprend qu'il se passe peut-être quelque chose qu'il n'avait pas soupçonné.
Une fois dans la maison, ils improvisent un plan. Dès que Carlnell rentrera, ils vont le passer à tabac. Keith Roberts s'était brouillé avec Carlnell Walker. Il disait à qui voulait bien l'entendre que ce dernier lui avait manqué de respect. En outre, tous avaient appris que le fameux accident de voiture lui avait valu un beau petit pactole. Ils ont donc décidé de lui voler l'argent de l'assurance. Braylon Garland nous a ensuite déclaré qu'il n'était pas à l'aise et souhaitait quitter les lieux. Mais ayant vu ce qu'il pensait être une arme à la ceinture de Keith Roberts, il a préféré rester pour ne pas prendre de risques. Ils ont donc attendu, tous les quatre, le retour de Carlnell. D'après son témoignage, dès le retour de Carlnell, Miles Allen et Raïm l'ont violemment frappé jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Ils l'ont ensuite drogué et attaché à une chaise. À son réveil, ils l'ont interrogé pour savoir où il cachait l'argent qu'il pensait être en sa possession. Keith Roberts a menacé de lui couper ses dreadlocks s'il ne leur disait pas où était l'argent. Carlnell Walker les a suppliés. « De quoi vous parlez? Je n'ai pas d'argent. » Et c'était vrai. Roberts a donc coupé ses dreadlocks un à un. Et les tortures ont continué un long moment. Lors de son interrogatoire, Braylon Garland s'est initialement présenté comme un simple observateur de la scène. Mais il a fini par reconnaître avoir également participé aux tortures de Carlnell Walker. Il a tenté d'atténuer sa responsabilité en avançant que s'il ne participait pas, il risquait de subir le même sort. Braylon explique ensuite que les tortionnaires ont quitté les lieux, laissant Carlnell terrifié et gravement blessé, enfermé dans le coffre de sa voiture. Braylon Garland nous a indiqué être revenu seul peu avant le lever du jour, vers 6 heures du matin. Il a ouvert le coffre et n'a rien entendu du tout, ni respiration, ni murmure, aucun signe de vie. Il a ensuite touché la jambe de Carlnell, qui, d'après ses dires, était froide. Il a alors pris peur et s'est enfui par la porte de derrière en la laissant grande ouverte. Après ses aveux, les enquêteurs placent immédiatement Braylon Garland en détention provisoire et se lancent sur la piste des autres agresseurs. Mais coup de théâtre, apprenant qu'il est recherché, Miles Allen se rend de lui-même au commissariat. Il nous a joué la même partition que Garland en accusant les autres d'être responsables. Hélas pour lui, il portait encore des traces de blessures physiques, notamment des coupures aux mains, attestant qu'il avait bien participé au passage à tabac et à la torture de Carlnell Walker. De plus, des preuves vont également confirmer la présence de Miles sur les lieux du crime, comme l'empreinte de main ensanglantée retrouvée sur le mur, qui correspond en tout point à la sienne. Le deuxième membre de la bande étant à présent sous les verrous, les enquêteurs se penchent sur le troisième homme, Keith Roberts. Il n'a fait qu'une déclaration. C'était la volonté de Dieu et je n'en répondrai que devant Dieu. C'est tout ce qu'il a dit. Mais son silence en garde à vue ne le protège pas. Et la police parvient à trouver un élément matériel qui le relie directement au lieu du crime. Nous avons eu la preuve physique que Keith Roberts se trouvait sur place grâce à l'empreinte digitale qu'il a laissée sur la lampe à pétrole.
Les enquêteurs doivent maintenant interpeller le dernier suspect, Rahim Muhammad, de son vrai nom Theodore Holliman. Ils découvrent bientôt que ce dernier a un casier judiciaire déjà bien chargé et qu'il a fui à Chicago. Mais Theodore ne tarde pas à être localisé et arrêté. Nous savons que ces 4 hommes sont entrés par effraction dans le domicile de Carnell Walker. Ils l'ont attaqué, puis attaché à une chaise. Ce jeune homme a lutté. Pour survivre, il s'est battu, mais ils étaient trop nombreux. Ils l'ont attaché, torturé et enfermé dans un coffre de voiture. Theodore Holliman plaide coupable pour meurtre. Il est condamné à la prison à perpétuité. Keith Roberts, Miles Allen et Braylon Garland plaident non coupables. Mais seul Braylon est acquitté. Braylon Garland a été complètement acquitté. Je respecte la décision du jury, mais d'après ce que j'ai lu, et pour avoir officié dans les 3 procès, je suis convaincu qu'il n'était pas un simple participant actif, mais bien l'un des cerveaux de l'opération. Plus malin que les autres, il a réussi à s'en sortir. Les 2 autres accusés ne connaissent pas le même sort. Considéré comme le cerveau de l'opération, Keith Roberts écope d'une peine de prison à vie incompressible. Miles Allen, lui, est également condamné à la prison à vie, assorti d'une peine de sûreté de 70 ans. Je pense souvent à Peggy, la maman de Carnell. Je ne l'ai jamais oubliée. Elle a grandi dans une famille très défavorisée. Sa vie était difficile. Elle était particulièrement fière de voir son fils accéder à l'université. Mais il a disparu tragiquement avant d'avoir pu accomplir son destin. Pour elle, ça a dû être une blessure terrible. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.